Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Reprise des affrontements entre l'armée libanaise et les djihadistes à El-Sel dans la Bekaa. 3 membres des forces de sécurité intérieure ont été libérés et la délégation des ulémas évacuée par la Croix-Rouge. Le chef de l'armée libanaise appelle la France à livrer au plus vite les armes dans le cadre de l'accord de financement saoudien. Pour le général Jean Houaji, la situation à El-Sel est devenue dangereuse. L'intervention du Hezbollah en Syrie ne peut être un prétexte pour attaquer l'armée et violer la souveraineté du Liban. Une déclaration signée Saad Hariri qui réitère son soutien inébranlable à l'institution militaire. Et à suivre également dans ce journal, l'armée israélienne se retire de la bande de Gaza en vertu d'un énième cessez-le-feu de 72 heures. Les Palestiniens comptent leurs morts et font le bilan des dégâts causés par l'opération israélienne. Les affrontements ont repris entre l'armée libanaise et les djihadistes à El-Sel dans la Bekaa après une courte trêve qui aura duré à peine quelques heures. L'armée continue de ratisser les collines environnantes. 2 militaires libanais sont encore morts cette nuit. Le capitaine Dani Fouad Khairallah et le soldat Ali Mohamed Radaro ont été tués lors de combats nocturnes. Leur décès porte à 16 le nombre de soldats tués depuis le début des affrontements samedi. 13 militaires et 20 policiers sont toujours portés disparus, vraisemblablement aux mains des djihadistes. La bonne nouvelle de ce mardi, c'est la libération de 3 membres des forces de sécurité intérieure. Il s'agit de Rami Jamal, Khaled Salah et Tanios Mrad. Par ailleurs, la Croix-Rouge libanaise a transporté hors de El-Sel Cheikh Salem Rafai ainsi que 3 membres de la délégation des oulémas blessés hier soir. La délégation a été la cible de tirs à l'entrée de la ville tard dans la nuit, alors qu'elle tentait de s'y rendre pour conclure une trêve. L'armée est engagée dans de violents combats contre des groupes islamistes depuis samedi. Des combats déclenchés par l'arrestation du Syrien Ahmad Ahmad Jum'a, soupçonné d'être un haut responsable du Front Al-Nusra. Il fuit l'enfer et la mort. Ces familles d'Ersal ont profité des rares moments d'accalmie pour échapper au pire, être liquidées. Les islamistes n'hésitent pas à tuer toute personne qui refuse d'obtempérer à leurs ordres. Des groupes d'hommes armés sont à Ersal. Ils sont poursuivis par les militaires. On n'a pas dormi de la nuit. Ils tiraient dans notre direction. Et ils ont eu de la chance, depuis le début de l'opération militaire contre les combattants de l'État islamique, sortir d'Ersal est quasiment impossible. Aux manœuvres militaires s'ajoutent aussi les menaces des djihadistes qui retiennent Ersal et ses milliers d'habitants en otage. Il n'y a pas que les résidents locaux qui fuient la terreur, il y a aussi les réfugiés syriens. Jamal Ramadan et sa famille ont réussi à sortir de la zone de combat, comme certains de leurs compatriotes installés à Ersal depuis l'éclatement du conflit en Syrie. On a passé 3 jours enfermés dans notre maison jusqu'à ce que l'armée est venue nous sortir de là. On n'a rien vu, on ne savait pas d'où venaient les tirs. Merci à l'armée qui nous a sauvés. Beaucoup espèrent trouver refuge dans des zones plus sûres de la Bekaa, loin des atrocités quotidiennes des combats. Le bilan demeure flou. Officiellement, selon l'armée, 14 soldats ont été tués et 86 autres ont été blessés. 22 militaires sont toujours portés disparus. Il y a aussi des pertes côté civil, mais les services de sécurité n'ont communiqué aucun chiffre pour l'instant. Le nombre de djihadistes tués au combat demeure tout aussi flou, mais une chose est sûre, plusieurs islamistes ont été capturés, comme en témoignent ces images diffusées hier par l'armée. L'armée qui a d'ailleurs récolté ces dernières heures le soutien de l'ensemble de la classe politique libanaise, un feu vert vital pour le bon déroulement de l'opération militaire. L'attaque contre la délégation du Conseil des oulémas la nuit dernière a relancé les violences à Tripoli, au Liban Nord. Une fillette de 8 ans, Mariam Labidi, a été tuée dans le quartier de Beb Tebele, à l'entrée duquel des accrochages opposent l'armée libanaise à des hommes armés et cagoulés. Un bus de l'armée libanaise a par ailleurs été visé par des tirs ce matin au niveau du rond-point Abu Ali. 8 soldats qui se trouvaient dans le véhicule ont été blessés. La plupart des commerces sont fermés et de nombreuses rues désertes ce mardi. Le chef de l'armée libanaise appelle la France à accélérer sa livraison d'armes au Liban. Dans des propos à l'AFP, le général Jean Houaji a affirmé que la situation est devenue dangereuse et que ces hommes ont besoin d'équipements, de matériel et de technologie dans la bataille qu'ils mènent contre les terroristes.
Fin décembre, Riyad s'était engagé à octroyer 3 milliards de dollars à l'armée libanaise pour qu'elle puisse se procurer des armes françaises. Depuis, les discussions se sont enlisées sur l'établissement de la liste de matériel requis. Awaji estime que la situation à El-Sel est plus que dangereuse et que la bataille menée par l'armée n'est qu'un épisode dans la série de confrontations contre le terrorisme. Le Quai d'Orsay a immédiatement réagi à l'appel lancé par le général Awaji. La France s'est déclarée pleinement engagée dans l'appui à l'armée libanaise. Le ministère français des Affaires étrangères est en contact étroit avec ses partenaires pour répondre rapidement aux besoins du Liban. Autre réaction à présent, celle de Saad Hariri. L'ancien Premier ministre a une nouvelle fois réitéré son soutien indéfectible à l'armée libanaise dans sa lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué publié par son bureau de presse, il refuse que les groupes armés prennent l'intervention du Hezbollah en Syrie comme prétexte pour attaquer l'armée et violer la souveraineté du Liban. Pour le leader du courant du futur, la bataille de l'armée contre les terroristes est la bataille de tous les Libanais qui croient en l'État et en ses institutions. Samir Jarja estime pour sa part que l'armée restera exposée aux attaques tant que le Hezbollah poursuit son action en Syrie. Selon le chef des forces libanaises, la solution passe par un retrait des combattants du Parti de Dieu de Syrie, de l'application complète de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que de la fermeture de la frontière libano-syrienne. Jarja a par ailleurs mis en garde contre une éventuelle propagation des violences de El-Sel au reste du pays. Une rencontre a eu lieu entre le leader du parti socialiste progressiste Walid Jumblat et le chef du parti Tawhid, Ouiam Wahab. Les deux dirigeants druzes réunis à Clémenceau ont souligné la nécessité d'apporter par tous les moyens leur soutien, notamment politique, à l'armée libanaise dans sa lutte contre les combattants islamistes. Ils ont également affirmé que l'État libanais représente la seule option pour tous les Libanais. L'ambassadeur américain à Beyrouth, David Hale, a réitéré le soutien des États-Unis à l'armée libanaise lors de sa réunion avec le Premier ministre Tamam Salam au Grand Sérail. Il a également exprimé le soutien de Washington à tous les services de sécurité libanais qui travaillent en vue de sécuriser les frontières libanaises, protéger le pays du terrorisme et l'isoler de conflits régionaux. Le diplomate a par ailleurs rappelé que les États-Unis ont mis en place un programme d'assistance à l'armée libanaise et que son pays s'engage à de nouveaux efforts pour renforcer les capacités des forces de sécurité qui luttent contre le terrorisme. David Hale s'est également entretenu avec le ministre de la Justice, Ashraf Rifi. Dans un instant, nous ferons le point sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. A tout de suite. Retour sur le plateau du 1640. Les soldats israéliens quittent la bande de Gaza. Ce retrait total de Tsahal a débuté ce matin dès l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu qui doit durer 3 jours. L'armée israélienne reste cependant déployée, mais en dehors de l'enclave palestinienne et sur des positions défensives. Car si le Hamas et l'État hébreu ont accepté hier soir la proposition égyptienne d'une trêve de 72 heures, Israël a prévenu que Tsahal réagirait à toute attaque en provenance de Gaza. Cette énième trêve arrive après un mois d'offensive israélienne et reste fragile. Quelques minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, des roquettes ont été tirées de l'enclave palestinienne vers une dizaine de villes israéliennes. De son côté, l'armée israélienne a mené une série de raids contre plusieurs localités de la bande de Gaza. Le bilan de cette guerre s'élève à plus de 1800 morts côté palestinien, en majorité des civils, et 67 côté israélien, des soldats pour la plupart. Les dégâts matériels sont estimés entre 4 et 6 milliards de dollars. Les crises au Moyen-Orient et en Ukraine se sont invitées aux commémorations du centenaire de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Dans son discours prononcé hier à Liège, François Hollande a appelé l'Union européenne à prendre ses responsabilités. On l'écoute. Comment rester neutre lorsqu'un peuple non loin d'Europe se bat pour ses droits et pour son intégrité territoriale? Comment rester neutre lorsqu'un avion civil est abattu en Ukraine? Comment rester neutre devant des massacres de populations civiles, comme en Irak, comme en Syrie, où les minorités sont persécutées? Comment rester neutre quand un pays ami comme le Liban voit son intégrité territoriale menacée? Comment rester neutre quand à Gaza, un conflit meurtrier dure depuis près d'un mois? Nous ne pouvons pas rester neutres.
Il y a une obligation d'agir et c'est l'Europe qui doit en prendre les responsabilités avec les Nations Unies. Le nouveau Parlement libyen, fraîchement élu, entre en fonction. Une première séance officielle s'est déroulée dans un climat de profonde divergence politique entre nationalistes et islamistes. Les élus islamistes ont d'ailleurs boycotté la cérémonie, la jugeant contraire à la Constitution. Ce nouveau Parlement aura pour lourde tâche de rétablir l'ordre et l'autorité de l'État aux côtés d'un gouvernement de transition. La cérémonie s'est déroulée à Tobrouk, une ville encore épargnée par les violences, à 1500 km de la capitale. À Tripoli comme à Benghazi, les combats entre groupes armés font rage. En 2 semaines, les violences dans ces 2 villes ont fait plus de 220 morts et 1 millier de blessés. Une situation extrêmement tendue qui a poussé plusieurs pays européens à évacuer leurs ressortissants et leur personnel diplomatique du pays. L'épidémie d'Ebola se propage au Nigeria. Un médecin de Lagos, la plus grande ville d'Afrique de l'Ouest, a été contaminé. C'est lui qui avait traité un patient mort fin juillet de cette fièvre hémorragique. Le pays est en alerte. Le président a exhorté la population à intensifier ses efforts dans la lutte contre la maladie. Le virus s'est déclaré en Guinée avant de toucher le Libéria puis la Sierra Leone. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1600 cas présumés ont été recensés en Afrique de l'Ouest, parmi lesquels 887 morts. Un médecin américain et son assistante ont été infectés alors qu'ils traitaient des malades au Libéria. Tous 2 ont été rapatriés aux États-Unis. 730 000, c'est le nombre de personnes à avoir quitté l'Ukraine pour la Russie depuis le début de l'année en raison des combats dans l'est du pays. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, cette estimation signifie que l'exode est bien plus important que ne le laissaient supposer les statistiques des services d'immigration russes. Par ailleurs, 117 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur même de l'Ukraine et leur nombre augmente d'environ 1200 par jour. Le Japon doit s'inquiéter pour sa sécurité dans un environnement de plus en plus militarisé. Voilà la conclusion du rapport annuel du ministère de la Défense. En cause notamment l'activité militaire croissante de la Russie et de la Chine et les tests de missiles menés par la Corée du Nord. Début juillet, le gouvernement de Shinzo Abe a adopté une résolution pour lever l'interdiction qui empêchait le Japon de mener des opérations militaires à l'étranger, et ce, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tokyo se sent cerné par des voisins de plus en plus armés. Le budget militaire chinois, par exemple, a quadruplé au cours des 10 dernières années pour atteindre environ 135 milliards de dollars, alors que celui du Japon est de 47 milliards de dollars. Et pour finir, l'Égypte va creuser un nouveau canal de 72 km le long du canal de Suez. C'est ce qu'a annoncé le président de l'autorité chargée de l'exploitation de cette voie de navigation entre la Méditerranée et la mer Rouge. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Reprise des affrontements entre l'armée libanaise et les djihadistes à Herzl dans la Bekaa. 3 membres des forces de sécurité intérieure ont été libérés et la délégation des oulémas évacuée par la Croix-Rouge. Le chef de l'armée libanaise appelle la France à livrer au plus vite les armes dans le cadre de l'accord de financement saoudien. Pour le général Ahouaji, la situation à Herzl est devenue dangereuse. L'intervention du Hezbollah en Syrie ne peut être un prétexte pour attaquer l'armée et violer la souveraineté du Liban. Une déclaration signée Saad Hariri qui réitère son soutien inébranlable à l'institution militaire. L'armée israélienne se retire de la bande de Gaza en vertu d'un énième cessez-le-feu de 72 heures. Les Palestiniens comptent leurs morts et font le bilan des dégâts causés par l'opération israélienne. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberet à la barre du prochain JT. Très bonne soirée à toutes et à tous.